Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier webinaire thématique du cycle des DM humains. Et donc ce soir, on est ensemble jusqu'à 20h30 au maximum. On va faire en sorte de pas dépasser. Et sur l'échange, la façon dont ça va se passer, je veux juste rappeler très brièvement le contexte de ce webinaire et la façon dont ça va se passer et ce qu'on va traiter comme sujet aujourd'hui. Et le format dont on a convenu avec Cédric Perrin ici présent, c'est de commencer par une interview. Donc on a préparé quelques questions qui vont permettre de commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on prenne une demi-heure à peu près pour des échanges de questions-réponses. On verra sur les questions-réponses, si le plus simple, c'est de faire via le chat. Vous pouvez les partager via le chat ou sinon prendre le micro, on verra. En tout cas, sur le format, ça va se passer comme ça. Donc, ce que je disais, c'est que c'est enregistré, donc ça permettra de le diffuser aux personnes qui n'ont pas pu être présentes ce soir. Donc, sur le contexte et le format, donc on est aujourd'hui dans le cadre du cycle thématique du devenir des métiers. Donc, ce que je vous disais, Cédric, donc c'est la démarche de veille et prospective des compagnons du devoir. Ce cycle thématique, il traite cette année de la place du geste pour l'homme et la femme de métier dans un monde qui évolue aussi rapidement, qui se numérise. Et donc, on a fait le choix pour ce premier webinaire thématique d'aborder la question de l'histoire du geste technique. C'est pour ça qu'on vous a fait intervenir, Cédric, et encore merci d'avoir accepté de venir. Et pour vous présenter très rapidement, et puis après je vous laisserai compléter si vous le souhaitez. Donc, vous êtes chercheur associé à IDHES à Évry et professeur aussi en lycée. Donc je trouve intéressant que vous ayez cette double casquette à la fois chercheur et enseignant. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et peut-être, soit vous voulez rajouter un petit mot de présentation, sinon on peut embrayer et rentrer dans le vif du sujet. On peut éventuellement peut-être mettre la première diapo, la première image où j'avais mis quelques éléments de présentation aussi, mais sinon c'est pas grave, c'est bon. Elle, Voilà. elle, elle, elle est affichée, je viens de l'afficher. Donc pour rappeler d'où je parle, avec quelques parutions récentes, donc notamment le XXe siècle des artisans, qui est un livre qui est apparu il y a 2 ans maintenant, et qui est une synthèse de mes travaux sur le sujet. Et plus récemment, donc, avec ma collègue économiste Sophie Boutillier, nous avons dirigé un numéro spécial d'entreprise d'histoire. Je crois que c'est celui-là que vous aviez repéré, Clément. Et au tout début de l'année, on a publié aussi un ouvrage qui est plus particulièrement consacré au métier d'art, donc qui s'appelle Artisanat d'art, toujours chez l'éditeur Le Manuscrit. Voilà. Merci beaucoup. Et pour rentrer dans le vif du sujet dès maintenant, peut-être commencer par poser quelques définitions, parce qu'on avait préparé cet entretien et c'était important pour vous de poser ces définitions. Quand on parle de travail manuel, on parle à la fois d'artisans, d'ouvriers, on parle aussi chez les compagnons forcément de compagnons. Déjà, peut-être poser quelques définitions pour savoir un peu de quoi on parle plus précisément quand on parle de travail manuel. Oui, effectivement, ça peut être bien de rappeler et de faire un petit détour par l'étymologie pour éviter un certain nombre de confusions avec des termes qu'on emploie parfois de travers. Alors, si on revient sur la notion d'artisan, d'abord, rappeler que cette notion d'artisan, elle est apparue dans le vocabulaire français environ au XIVe siècle. Depuis l'italien, le mot d'origine, c'était le mot artigiano. Et artigiano en italien, ça veut dire l'homme de l'art, et de l'arte, et l'arte, c'est le métier. Donc littéralement, un artisan, étymologiquement, c'est un homme des métiers. C'est l'habile artisan, c'est l'habile technicien qui maîtrise les techniques de son métier, sans que ça ait nécessairement de connotation de travailleur indépendant qu'il va prendre plus tard. C'est à peu près le sens encore qu'on lui trouve au début du 19e siècle et de la révolution industrielle. Cela pour dire que finalement, c'est la révolution industrielle, alors qu'elle a souvent été vue comme condamnant les artisans et l'artisanat, c'est la révolution industrielle qui fait naître l'artisan au sens moderne qu'on lui donne aujourd'hui, et la notion d'artisanat. Avec la révolution industrielle, les artisans se séparent progressivement donc des ouvriers, alors que au début du 19e, artisan ouvrier, c'était deux sources proches. L'ouvrier
l'ouvrier, c'est celui qui œuvre, hein, c'est le travailleur. Et au 19e siècle, l'ouvrier va devenir le salarié, le manœuvre, celui qui a que ses mains pour travailler, sans nécessairement avoir de qualification, alors que l'artisan, ça devient donc le travailleur qualifié, qui est celui qui dispose d'une qualification qui est souvent apprise par l'apprentissage, et ça devient un travailleur indépendant. Et dès lors, à partir de là, les artisans, ils forment une classe intermédiaire entre les ouvriers et les patrons. C'est l'ouvrier qui se met à son propre compte, qui est son propre patron. Et donc, en étant entre les ouvriers et les patrons d'industrie, ils forment une classe moyenne, intermédiaire, une position intermédiaire. Et c'est cette classe moyenne, cette catégorie socio-professionnelle qu'on a commencé à appeler, en Allemagne d'abord, en Italie et puis en France, donc l'artisanat. Le mot même d'artisanat, il n'apparaît en France que dans les années 1920, il y a un siècle. On fait cette année les 100 ans des chambres de métiers. Les chambres de métiers, elles sont apparues précisément dans ce contexte d'émergence donc de la notion d'artisanat. La première occurrence du mot artisanat en France, elle ne date que de 1920. Donc c'est une notion extrêmement récente. Et elle est aussi très française. Encore une fois, pour un Allemand ou un Italien, l'artisanat, les artisans, ça a du sens, on se comprend, ça veut dire à peu près la même chose. Mais par contre, dans le monde anglo-saxon, chez les Anglais, par exemple, ou aux États-Unis, il n'y a rien d'équivalent aux chambres de métier. Et la notion d'artisanat, elle est beaucoup plus difficile à traduire. Alors, pour ce qui est ensuite du travail manuel ou des métiers manuels, j'ai toujours un peu de mal avec cette notion-là où il faut la prendre avec des précautions parce que là aussi, elle est susceptible de beaucoup de confusion. Donc, l'artisanat, effectivement, ou l'artisan, il renvoie au métier manuel. Dans la définition d'artisanat, quand on crée les chambres de métiers en 1925, ça renvoie effectivement au secteur des métiers manuels. Alors, à partir de, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose en réalité. Et c'est là que peuvent commencer les confusions. Parce que la notion de métier manuel, étymologiquement, là aussi, elle renvoie à une très vieille distinction qui vient de l'Antiquité entre ce qu'on appelait les arts mécaniques d'un côté et les arts libéraux de l'autre. Donc, ce qui veut dire en clair que pour faire une comparaison avec des notions plus contemporaines, ça différencie les artisans ou les travailleurs manuels d'abord des professions libérales ou intellectuelles. Et de ce point de vue-là, un ouvrier dans une fonderie ou un mineur, il est aussi un travailleur manuel. On a, avec la révolution industrielle, eu tendance à réduire le travail manuel ou l'artisanat en travailleur manuel à un travail uniquement à la main, sur le fait main, alors que, et en l'opposant à l'industrie qui serait le domaine des machines, hein, avec cette idée qu'il y aurait donc d'un côté donc le domaine de l'industrie mécanique, hein, et puis de l'autre côté le fait main, l'artisan comme travailleur manuel qui ne travaillerait que de ses mains, ce qui serait aussi une source qui le condamne parce qu'il serait nécessairement laminé par rapport à la grande industrie qui elle travaille avec des outils, des machines censées être plus performantes et plus efficaces. Donc, et cette notion du travail manuel, elle a été, c'est une construction historique, c'est une construction sociale et historique qui est assez située historiquement. Elle vient notamment au moment de la révolution industrielle. Il y a trois origines. Un courant romantique et littéraire qui va, parce qu'il réfute ou qu'il est opposé à l'industrialisation, à la société industrielle, par une nostalgie un peu idéalisée la figure de l'artisan. Ou aussi dans les romans de Junot, par exemple. Deuxièmement, il y a une origine donc, de la droite réactionnaire qui, par simple, les champions du c'était mieux avant, qui sont opposés à toutes les révolutions, aussi bien la Révolution française et la Révolution industrielle, et qui vont faire de l'artisan un peu l'archétype de la société d'avant. Et puis le troisième courant, c'est le courant du corporatisme qui apparaît notamment dans les années 30, qui se veut une espèce de chemin intermédiaire entre le socialisme et le capitalisme qui va prendre pour idéal donc les corporations d'Ancien Régime. Et tout ça, on va le retrouver par exemple dans les régimes comme Vichy ou le franquisme ou Salazar au Portugal ou même les fascistes en Italie qui vont construire cette image donc, de l'artisan en travailleur manuel par opposition donc, au capitalisme industriel et en renvoyant donc l'artisanat à l'idée donc d'un travail qui serait exclusivement donc manuel, ce qui est évidemment pas le cas. Voilà.
Merci beaucoup pour ça. Peut-être une deuxième question qui fait écho aussi à vos travaux et à ce que vous disiez. On a souvent annoncé, et c'est le cas aujourd'hui, la disparition, on va dire, des artisans du travail manuel face à l'industrialisation. On voit que c'est pas le cas clairement aujourd'hui. Dans une perspective historique, qu'est-ce qui fait selon vous que justement ces métiers manuels, artisanaux ont réussi à résister, voire se réinventer face à cette industrialisation qu'on a pu connaître? Alors, de mon point de vue, il y a 3 grands éléments qui peuvent expliquer pourquoi l'artisanat a réussi à se maintenir, alors que finalement, il était promis depuis le 19e siècle à la disparition. Cette idée de disparition de l'artisanat, elle a sans cesse réémergé effectivement au 20e siècle, et puis encore de manière récente. Et finalement, on constate que les artisans n'ont pas disparu. Si on peut remettre la diapo qui peut être la diapo 5, il y a juste quelques éléments hop là, le petit graphique après. Hop là, voilà. Donc sur le graphique, là, on voit que dans les années 20, quand l'artisanat émerge, qui se construit, il y avait en gros 800 000 artisans en France, et qu'avec des phases de cycle, de hausse et de recul qu'on voit sur le document, à la fin du XXe siècle, on est aussi à 800 000 artisans. Et donc, plutôt qu'un déclin, c'est au contraire une grande stabilité de l'artisanat qu'on constate au XXe siècle. Et la question finalement est plutôt d'expliquer cette stabilité, hein, alors qu'il avait été promis à un déclin qui paraissait inévitable. L'industrie devait nécessairement, donc d'un certain point de vue, laminer l'artisanat. En fait, il y a, de mon point de vue, 3 éléments qui permettent d'expliquer que l'artisanat a résisté, hein. Premier élément, c'est que d'une part, les métiers de l'artisanat sont plus tout à fait les mêmes à la fin du XXe siècle qu'ils ne le sont au début du XXe siècle ou même en 1950. Au milieu du XXe siècle, il va y avoir une autre diapo derrière, Clémence, avec une représentation par secteur par secteur de métier. Au milieu du XXe siècle, on voit qu'il y a encore 3 grands secteurs qui dominent l'artisanat, qui à eux seuls représentent la moitié de l'artisanat: le bâtiment, l'alimentation et d'autre part le textile, auquel on rajoute des métiers de production comme le cuir par exemple ou le bois. Euh, une partie de ces métiers-là va effectivement décliner. On voit très nettement, par exemple, que le secteur textile a fortement décliné. Si on fait un ensemble du textile et du cuir, ça représentait en gros 20% des artisans du XXe siècle, ça ne représente plus que 2% aujourd'hui. Mais à côté de ça, on voit bien la croissance d'une part du secteur du bâtiment, la forte présence aussi de l'alimentation qui s'est bien maintenue. Et puis s'il y a certains métiers qui ont disparu, donc les métiers certains métiers du bois, du cuir, encore une fois des textiles, on a d'autres métiers qui sont apparus avec l'industrialisation, qui eux ont émergé. Typiquement, tout le secteur de la réparation des machines agricoles dans un premier temps, la réparation mécanique et la réparation des voitures. Donc d'un côté, il y a des métiers qui ont disparu, mais d'autre côté, il y en a d'autres qui ont émergé. Donc les deux expliquent que finalement, on a un premier élément de stabilité ici. Les métiers sont plus tout à fait les mêmes. Deuxième élément d'explication, les artisans n'ont plus tout à fait les mêmes. La définition, on l'a dit dans l'entre-deux-guerres, c'est celle de l'ouvrier qui se met à son compte. Et dans la deuxième moitié du XXe siècle, on voit les artisans se transformer et devenir un peu plus de véritables entrepreneurs. Là aussi, sur la diapo suivante, s'il vous plaît, Clément, voilà, sur le document suivant, là, on voit que au milieu du XXe siècle encore, hein, la majorité des artisans travaillent seuls et qu'ils ont peu de salariés. En gros, c'est 6 artisans sur 10 qui travaillaient seuls et qui n'avaient pas de salariés. Dès les années 70, on constate qu'à l'inverse, la majorité des artisans, à peu près la même proportion, 60%, sont devenus des patrons, c'est-à-dire au sens où ils ont des employés. Donc leurs entreprises ont grandi et désormais, il y a plus même de salariés, d'employés donc, dans l'artisanat que d'artisans eux-mêmes. Donc il y a 3 millions aujourd'hui, en gros,
d'actifs dans l'artisanat, ce qui fait en gros qu'un actif sur 10 de la population française travaille dans l'artisanat. Et alors, donc, d'une part, sont mis en entrepreneurs, ils se sont aussi acclimatés donc, aux méthodes de la comptabilité, aux méthodes donc, de la publicité aussi, aux méthodes aussi de techniques bancaires et de l'investissement. Il y a très peu d'artisans qui avaient un compte bancaire au milieu du XXe siècle. Dans les années dites des Trente Glorieuses, dans les années 50-60, ils se transforment aussi, ils adoptent des bancaires qui leur permettent donc de faire des prêts et d'investir et de moderniser leur entreprise. Donc il y a cette mue donc de l'artisan comme entrepreneur aussi là, qui est un deuxième élément d'explication. Et puis troisième élément d'explication, c'est qu'ils ne travaillent plus non plus de la même manière. Un artisan à la fin du XXe siècle, il ne travaille plus de la même manière, et là on retourne sur notre question des techniques et du geste, il ne travaille plus exactement de la même manière que le faisait un artisan donc au début du XXe siècle. Et contrairement à l'idée qu'on évoquait tout à l'heure, donc de l'artisan comme travailleur manuel, au contraire, les artisans se sont adaptés aux évolutions des techniques, ils ont modernisé donc leurs ateliers, ils ont investi, et ces investissements, cette évolution des techniques est aussi un élément qui est à prendre en considération pour comprendre pourquoi ils se sont maintenus. Merci. Pour continuer là-dessus, et vous en avez parlé, si on se projette un petit peu aujourd'hui, on a eu l'industrialisation, aujourd'hui on parle de plus en plus de la robotique, de l'intelligence artificielle dans les robots. De votre point de vue, qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme avantage compétitif, on va dire, à l'artisan par rapport à la mécanisation, à la robotisation, et à l'inverse, quelles peuvent être les limites de cette mécanisation pour les métiers manuels? L'avantage compétitif, c'est le savoir-faire des artisans. Et il y a un certain nombre de domaines sur lesquels les artisans sont plus efficaces que l'industrie. Et il y a les domaines de la fabrication de masse, de production serrier. Bon, là, il faut un capital très important pour pouvoir le faire, hein, et l'industrie va être plus efficace. Mais tout ce qui est euh, production qui se rapproche de l'unité, et là, typiquement, dans le cas du bâtiment, où chaque chantier est différent, ce sont des choses qui ne peuvent pas être serrées, qui ne peuvent pas être automatisées aussi. Chaque intervention va être différente. L'artisan, avec son matériel qui représente un capital plus limité, on va dire, et se trouve être plus efficace. Et on peut même voir qu'il y a certains métiers qui avaient connu un certain repli au XXe siècle parce qu'ils avaient été concurrencés par rapport à l'industrie, dans lesquels on a vu l'industrie au contraire en difficulté et l'artisanat se maintenir. Typiquement, je pense au domaine de la ganterie. Il y a un travail qui a été fait par une collègue sur l'industrie de la ganterie, donc en prenant l'exemple de Grenoble. Au XXe siècle, on avait vu se développer de grandes entreprises de la ganterie qui, après la Seconde Guerre mondiale, se sont effondrées et qui ont toutes disparu, hein. Les grandes entreprises industrielles de la ganterie de bois, Fischl, Perrin, toutes ces grandes entreprises de la ganterie, elles ont disparu, alors qu'au contraire, les artisans gantiers, eux, se sont maintenus, parce qu'on est sur sur des niches où l'industrie, là, n'est pas compétitive. Sur des petites séries, ce n'est pas intéressant pour un industriel, ce n'est pas rentable. Mais ça peut l'être pour un artisan. Donc là, il y a de toute évidence, sur toutes ces productions qui sont individualisées, qui sont proches de l'unité, là, il y a de toute évidence un avantage pour les artisans. Et puis, pour répondre à l'autre partie de votre question, sur les limites de la robotisation. Alors, bon, la robotisation, l'automatisation, par définition, elles sont un peu exclues de l'artisan, hein, puisque on reste dans le domaine de l'artisanat à partir du moment où l'artisan intervient. La robotisation, l'automatisation, hormis le fait que déjà
ça suppose des moyens très importants en termes de capitaux qui ne sont peut-être pas ceux des artisans. L'automatisation, elle reste en dehors donc, de l'artisanat. Mais l'autre limite, c'est que même si je disais tout à l'heure que les artisans dès le 19e siècle, ont adopté des machines, hein, et y compris la vapeur. Hein. Même la machine à vapeur n'est pas restée en dehors de l'artisanat. Dans ma région, je suis à Tours, il y avait un grand foyer d'industrie qui était du Gand. On voit du cuir, pardon. On voit des tanneurs, des petits tanneurs, artisans, qui ont moins de 10 salariés, qui ont des machines à vapeur pour tanner le cuir, pour le travailler, le corroyer. Bon. Mais par contre, la limite dans l'investissement des machines pour les artisans, c'est que parfois, ça ne vaut pas le coup d'investir dans une machine parce qu'elle va être utilisée une fois dans l'année. Par conséquent, là, ce n'est pas rentable. C'est une des limites de la mécanisation dans l'utilisation des machines. Ce qui va supposer, dans ce cas-là, euh, d'autres arrangements pour pouvoir utiliser les machines ou pouvoir faire des travaux qui correspondent à cela. En parallèle de vos travaux historiques, vous avez travaillé aussi sur l'histoire de l'apprentissage. Et comme on est chez les compagnons, forcément, c'est un sujet important. Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution peut-être dans la manière de transmettre les savoir-faire, si on le met en regard de l'évolution des outils techniques, l'industrialisation, la mécanisation, la robotisation, peut-être aussi? Alors, il y a eu une grande évolution sur l'apprentissage. Quand l'artisanat apparaît dans l'entre-deux-guerres, l'une des dernières lois qui marque l'autonomisation donc, de l'artisanat, c'est précisément la loi qui s'appelle la loi Walter-Poulain, qui organisait l'apprentissage artisanal. Et quand il est organisé donc, dans les années 30, cet apprentissage artisanal, il est très différent du modèle qu'on a aujourd'hui, du modèle par alternance. C'est essentiellement un apprentissage qui se fait dans l'entreprise et qui est simplement complété par quelques heures de cours professionnels. Et encore, ces cours professionnels, ils ne sont pas disponibles partout. Il y a beaucoup de jeunes apprentis qui ne pouvaient pas accéder à ces cours professionnels. Donc c'est essentiellement ce qu'on appelait un apprentissage sur le tas. On apprenait son métier auprès de l'artisan en le regardant faire et en imitant ses gestes. Et à côté de ça, on a un modèle qui se construit en même temps et qui, d'une certaine manière, fait que dès la fin des années 30, ce modèle de l'apprentissage sur le tas il est un peu dépassé. À la fin du 19e siècle, avec l'industrialisation, il y a toute une plainte récurrente qui fait naître l'idée d'une crise de l'apprentissage avec l'idée que les jeunes n'apprendraient plus le métier. Et on a créé dans cet esprit-là donc, un apprentissage qui est un apprentissage scolaire qui donne naissance à l'enseignement technique. Il y a eu une période un peu d'étiraillement entre d'un côté les artisans qui défendaient leur modèle de l'apprentissage sur le tas et ce modèle de l'enseignement technique, c'est-à-dire d'un apprentissage en école, hein, qui voulait aussi une formation méthodique et complète où il s'agissait d'apprendre non seulement les gestes d'un métier, mais d'apprendre aussi un bagage théoriques qui permettent de s'adapter à d'autres évolutions. Et donc, et y compris, là, pour le coup, aux évolutions des techniques, aux évolutions des machines, aux évolutions donc, des savoir-faire. Et on a vu progressivement, donc, dans les années 60-70, c'est là qu'on arrive au modèle qu'on connaît aujourd'hui, celui des CFA. On a une forme finalement de scolarisation donc, de l'apprentissage qui fait réellement entrer l'apprentissage dans l'alternance en augmentant, y compris dans l'apprentissage, donc le volume d'heures passées en centre de formation et en renforçant cette partie donc, d'apprentissage théorique qui permet aussi de se familiariser avec de nouvelles techniques, de nouvelles machines et qui contribuent à ce transfert et à cette évolution, qui permet de suivre cette évolution aussi, à rencontrer. J'ai une dernière question avant qu'on puisse laisser la parole aux personnes qui sont présentes. Au regard de ce que vous avez pu étudier, de ce que vous avez pu observer sur l'histoire des gestes manuels, l'impact de la robotisation, de la mécanisation, de l'industrialisation, ce serait quoi un peu le message que vous pourriez adresser aux compagnons d'aujourd'hui, aux artisans, aux ouvriers d'aujourd'hui, et peut-être ce que l'histoire du geste manuel peut nous enseigner pour
mieux relever un petit peu les défis de la robotisation et des transitions, globalement, qu'on vit et qu'on va vivre encore plus demain? Alors, d'abord, le premier message que j'aurais envie de passer, c'est d'abord de pas s'affoler. Encore une fois, ça fait plus de 2 siècles que régulièrement on annonce le déclin de l'artisanat ou des métiers manuels de manière plus globale et que finalement, encore une fois, euh, on l'a vu sur la diapo qu'on a présentée tout à l'heure, ils n'ont pas disparu, hein. Donc, d'une certaine manière, le malade n'en finit pas de mourir, et s'il n'en finit pas de mourir, c'est qu'il n'était pas si malade que ça. Et que, en réalité, ce que nous apprend l'histoire, c'est que cette disparition qui a souvent été annoncée et qui n'est pas arrivée, c'est même parfois, encore une fois, l'inverse, hein, qui s'est produit avec des secteurs où c'est plutôt la grande industrie, par exemple, encore une fois, dans la ganterie, qui a disparu, alors que des artisans gantiers, par exemple, il en existe toujours, même si c'est peut-être sur des secteurs de niche, et qu'à l'inverse, il y a des secteurs où l'artisanat on pensait qu'il avait disparu et que depuis la fin du XXe siècle, il a plutôt tendance à réémerger, à renaître, par exemple dans les métiers de l'alimentation, typiquement dans la brasserie. Dans les années 70, il n'y avait plus de brasseurs, il n'y avait plus d'artisans brasseurs, c'était devenu une affaire de grande industrie. Et c'est au contraire, depuis la fin du XXe siècle, on a vu émerger et renaître un secteur artisanal de la brasserie. Il y a plus de 2000 artisans brasseurs en France aujourd'hui, alors qu'on pensait disparu. De la même manière, certains métiers du bois qui avaient plutôt décliné au XXe siècle, je pense aux luthiers, je pense aux charpentiers marines, là aussi, leurs effectifs depuis la fin du XXe siècle, ils ont plutôt réaugmenté. Bon. Et sur toutes ces cours, sur les techniques qui vont faire disparaître des métiers, il faut aussi ne pas perdre à l'esprit que ces discours alarmistes, ils sont souvent pas neutres. Ils viennent notamment de cabinets de conseil qui ont aussi précisément des conseils à placer derrière ça auprès des entreprises pour leur apprendre à s'adapter à ces mutations et qu'ils ont donc parfois tendance un peu à être plus alarmistes qu'il ne le faudrait. Et qu'en réalité, le discours, il n'est pas nouveau non plus, et que en ce moment, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Je crois que vous en avez déjà parlé dans d'autres séances du séminaire auparavant, donc on ne peut peut-être pas insister sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais tous les discours ou toutes les réflexions qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, ils font écho à des transformations plus anciennes des techniques, typiquement la vapeur au 19e siècle, qui devait faire disparaître l'artisanat, qui n'a pas fait disparaître. Plus proche de nous, dans les années 70 ou à partir des années 70 ou à la fin du XXe siècle, donc dans l'automobile, c'est l'électronique embarquée qui était supposée faire mourir les garages automobiles. Et puis on voit que c'est pas ce qui s'est passé. Les artisans garagistes, il y en a toujours, il y en a même plus que dans les années 70-80. Ou depuis le début du XXIe siècle, on a vu la bulle informatique. Et il y a une dizaine d'années, le sujet, c'était pas l'intelligence artificielle, c'était les imprimantes 3D. Bon, des imprimantes 3D, on voit qu'aujourd'hui, certains métiers, ils les ont certes adoptés, mais qu'ils ne sont pas présents partout et qu'il faut se méfier un peu des discours très généralisants, très surplombants, très superficiels, qui, si on les rapporte aux spécificités de chaque métier, ne sont pas toujours pertinents. Merci beaucoup, Cédric, pour ces premiers éléments.